c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus sérieux sur tout ce qui se joue dans les entreprises et notamment au niveau des relations humaines. Ce que je vais faire, c'est surtout vous partager des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Alors que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle des relations interpersonnelles dans le monde professionnel. Un sujet qui m'a demandé beaucoup plus de travail de recherche que ce que j'aurais pensé. Mais avant de vous en parler plus en détail, je tiens à vous remercier. Merci de prendre le temps de partager vos histoires, votre vécu sur tout ce que vous vivez tout simplement en entreprise. Tous ces échanges que j'ai avec vous me permettent d'aborder des sujets et des problématiques auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, comme celui-ci d'ailleurs, et qui sont importants pour vous. Donc je remercie Aurore, Hugo, Kelly, Maxime qui m'ont posé beaucoup de questions, qui m'ont même proposé ce sujet-là, et c'est ce qui m'a permis de construire l'épisode avec des éléments qui, j'espère, vont vous aider. Allez, je m'arrête là, je vous laisse avec ce 19e épisode. Bonne écoute! Alors, je pense que si vous avez cliqué sur le titre de l'épisode, c'est que vous êtes curieux de ce qu'on pourrait dire sur les relations d'amitié entre un supérieur hiérarchique et un membre de son équipe. Et ne vous en faites pas, on va bien traiter de ce sujet-là, mais j'ai voulu faire un épisode un peu spécial. Enfin, un épisode, ce sera plutôt 2 épisodes, puisque je vais les découper en 2 parties. La première partie, on va la faire maintenant, et je vais surtout vous parler de la façon dont on peut créer des relations interpersonnelles saines dans le milieu de travail. Et dans la deuxième partie, qui sortira dans 2 semaines, soit le 2 juin, notez bien la date, je me focaliserai spécifiquement sur les relations d'amitié entre un supérieur hiérarchique et un employé. Et vous verrez, il y a beaucoup à dire. En attendant, je vous propose qu'on se pose une question. Comment pouvons-nous tirer le meilleur de nos relations humaines au travail ? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette première partie. En tant que consultante en santé au travail, j'interviens pour diagnostiquer les risques psychosociaux dans l'entreprise. Et l'un des éléments qui ressort bien souvent, ce sont les relations interpersonnelles au travail qui se dégradent. Et puis, aussi curieux que cela puisse paraître, on a beaucoup d'idées reçues sur l'origine des conflits au travail. Donc on va commencer par casser ces idées reçues. Les relations interpersonnelles peuvent être impactées par plusieurs facteurs. On peut retrouver dans une même équipe des personnes qui ne partagent pas toujours les mêmes valeurs, ce qui, bien entendu, peut rendre la collaboration difficile. En entreprise, un climat de compétition généralisé met les employés sous une pression constante et favorise dans le même temps le harcèlement, l'augmentation du stress et même de la souffrance mentale. C'est une source en fait, de classique de dégradation des relations entre les employés. Je me retrouve régulièrement à parler à des RH, à des managers et à des dirigeants qui sont démunis face aux impacts qu'engendrent ces situations. Et pour tout vous avouer, ils ont parfois tendance à ne pas avoir ce genre de raisonnement. Bien souvent, on se retrouve à penser que les mauvaises relations au travail sont juste dues à des problèmes individuels et que rien ne peut être fait pour régler définitivement la situation. En ayant cette approche, on se retrouve à régler encore et encore les mêmes problèmes sans jamais pouvoir en identifier la source, cet environnement qui cause la dégradation des relations. Et il est certain que ce n'est pas évident, c'est pas non plus forcément intuitif. Pourtant, c'est bien la première chose sur laquelle on a la possibilité d'agir directement et concrètement. L'environnement de travail, c'est par là que la réflexion doit commencer. Alors, juste un petit avertissement quand même. Ça ne veut pas dire qu'en traitant les problèmes de fond pour créer des relations saines, vous aurez, tout à coup, réglé tous les conflits dans l'entreprise. Non. Des conflits, des petites tensions, il y en aura toujours, mais ils seront moins importants, moins présents, moins nombreux, et ça ne sera plus toujours les mêmes conflits qui surgiront. N'oubliez pas que ce que vous faites, c'est de la prévention pour mieux gérer le conflit. Et petit aparté, puisqu'on parle de conflit, je pense que dans une certaine mesure, le conflit peut être sain, et s'il est bien géré en tout cas. Parce que là où il y a souvent conflit, c'est dans les petites zones grises. Et cette petite zone grise veut dire qu'il y a quelque chose dans l'entreprise qui n'a pas été prévu,
cadrer ou même anticiper. Donc si vous prenez le temps de bien gérer le conflit, vous allez même pouvoir améliorer ce qui ne va pas dans l'organisation et le conflit permet cela. Alors d'après moi, en fait, il ne faut pas avoir peur du conflit, mais il faut le traiter dès qu'il survient. Il faut l'éclaircir, le résoudre pour continuer à maintenir un climat de travail sain. Donc maintenant qu'on a cassé les idées reçues sur la source des dégradations des relations au travail, allons un peu plus profondément pour construire ou du moins favoriser de meilleures relations au travail. Les relations de travail, c'est un peu comme en amour. Ça se construit au quotidien. En un sens, vous allez peut-être me dire « c'est logique, c'est un peu la définition du mot relation, le fait de connaître et de passer du temps avec d'autres personnes. » Je rajouterai aussi la notion de créer et d'entretenir des liens. Mais la création de ces liens n'est pas toujours si simple. Parfois, on ne voit pas le conflit venir. On tarde à passer à l'action lorsqu'on constate une dégradation de la situation, ou alors, parfois, on essaye de le régler sans avoir pris le temps d'en étudier les enjeux principaux. Il faut savoir que la gestion des relations de travail consiste à définir des stratégies, des normes et des pratiques qui vont favoriser l'établissement et le maintien de rapports sains entre tous les employés, peu importe leur poste ou leur statut hiérarchique. C'est pourquoi il est important d'avoir une approche proactive et d'évaluer de plus près les différents facteurs qui affectent les relations de travail. Par exemple, un poste mal défini avec une répartition inégale des tâches, juste ce petit élément peut dégrader les relations de travail. Et ouais, ça commence par là, car la répartition des rôles et des tâches varie d'une entreprise à une autre. Donc, si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez d'avoir des personnes qui comprennent mal ce qui leur a été demandé, tout simplement. Vous allez peut-être même attendre des choses d'eux qui n'ont pas été explicitement dites, et ça va forcément générer du conflit. Et en plus de tout ça, vous n'allez pas pouvoir vous assurer que les objectifs sont atteints puisqu'il n'y a rien de clairement défini pour le vérifier. Vous vous retrouvez donc dès l'embauche avec une base qui mène au conflit et à des relations de travail qui risquent de se dégrader. Un conseil, établissez dès le départ des rôles selon le besoin de l'entreprise et discutez-en avec votre nouveau salarié. Est-ce qu'il a compris ses tâches? Est-il d'accord avec ce qui est proposé? A-t-il saisi tous les aspects? Créez une discussion autour de ça, vous allez voir, ça sera plus qu'utile et même apprécié. En passant, dans vos annonces d'emploi, oubliez, s'il vous plaît, les mots valises comme esprit d'équipe, multitâche, bienveillance, flexibilité, autonomie, curiosité, je pourrais vous en citer encore tellement. Expliquez concrètement à quoi correspondent ces termes dans votre entreprise. C'est quoi être multitâche? Quelles sont ces tâches si diverses? Qu'est-ce qu'être flexible? Les conditions de travail ou le rôle du futur employé? Dans quoi sera-t-on autonome exactement? Je pense que vous avez compris l'idée en fait. Voilà, ces mots magiques qu'on voit partout perdent leur sens petit à petit et vous risquez de créer des fausses attentes et de la déception si vous n'êtes pas clair là-dessus. Et ça n'aidera pas à créer des liens solides avec vos futurs collègues. Autre point, n'oubliez pas non plus ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Parce que ce que je vois souvent, c'est qu'on va donner une promotion de poste à un salarié, sans rien lui expliquer. On se dit, tiens, il fait partie de l'entreprise, qu'il voit à peu près à quoi ça va ressembler son poste. Donc on lui annonce sa promotion de poste et hop, ça se finit là. Je vous assure que si vous faites ça sans définir clairement les tenants et aboutissants, vous vous retrouverez dans la même situation dont on vient de parler pour l'embauche. Fausses attentes, déception et tension assurée. Et tiens, tant qu'on est sur le sujet, une petite parenthèse. Définir les tâches, mettre les choses au clair, ne veut pas dire qu'on est dans une case et qu'il n'y a plus de place à la créativité et à l'évolution. Je dirais même que c'est tout le contraire. Si on sait clairement ce qu'on fait et ce que font aussi les autres, c'est plus simple de demander une évolution de nos responsabilités vers quelque chose qui nous intéresse ou qui nous correspond. Fin de la parenthèse. Je ne vais bien évidemment pas vous citer tous les facteurs qui nuisent aux relations interpersonnelles. Je vais juste vous donner ce qui me semble important et sur lesquels vous pouvez agir.
On vient de parler de l'absence d'information sur les tâches à exécuter, sur les objectifs ou les décisions prises par la hiérarchie. Puis il y a aussi le manque ou l'absence d'autonomie, les conflits de valeurs, la mauvaise organisation au travail. Oui, je sais, ça en fait des facteurs qui peuvent nuire à l'organisation. Et c'est pourquoi il est important de se poser, de prendre un pas de recul pour maintenir ce qui fonctionne déjà bien et améliorer ce qui doit l'être. Et pour ce faire, je vous propose qu'on travaille ensemble maintenant. Alors, si vous gérez une équipe, prenez une feuille et un stylo, vous allez en avoir besoin. Pour les autres, écoutez quand même, vous allez sûrement comprendre pourquoi il peut y avoir des dysfonctionnements dans votre équipe et proposer des solutions. Alors, c'est parti, première question. Quels sont vos moyens de communication à l'interne? Est-ce que tout est centralisé à un seul endroit? Est-ce que tout le monde peut vous contacter sur le chat de l'entreprise, par téléphone, par mail, par SMS? Répondre à ce premier bloc de questions va vous permettre de savoir comment circule l'information. Est-ce que les informations cruciales sont disponibles à un endroit spécifique connu de tous? Est-ce qu'il y a trop d'outils pour communiquer et peut-être qu'on s'y perd en fait parmi tous ces outils? Prendre le temps de réfléchir sur tous ces points va vous permettre de cartographier les modes de communication et de vous assurer que tout le monde peut être au courant de ce qu'il faut quand il faut. Parce que s'il n'y a pas de communication claire, il y a incompréhension, donc frustration, et on finit par se taper dessus. Ensuite, demandez-vous, quelles sont vos règles? Est-ce qu'elles sont claires, connues de tous, appliquées, respectées? Est-ce que les gens se respectent entre eux? Est-ce qu'il y a une politique sur le harcèlement au travail? Ça peut paraître évident pour certains, mais rappeler et clarifier les règles et les politiques de l'entreprise ne fait pas de mal. Prenez en note que les zones grises sont des terrains propices aux interprétations et donc au conflit. Modifiez-les si besoin et utilisez les réponses aux questions précédentes pour bien communiquer les changements. Autre question maintenant. Est-ce que d'après vous, en tant que manager ou gestionnaire, vous donnez le soutien nécessaire aux membres de votre équipe? J'attends un peu, comme ça je vous laisse le temps de réfléchir. Je vous pose la question car on répond parfois oui, spontanément, alors que la réalité est tout autre. Alors attendez. Si vous avez répondu oui à la question, je ne dis pas que vous mentez, mais ça peut être bien de prendre un pas de recul sur sa façon d'interagir avec son équipe. Prenez le temps de vous imaginer à la place des personnes que vous gérez et de vous demander comment vous réagiriez avec un manager comme vous. L'exercice peut paraître drôle, mais c'est très intéressant à faire et plus difficile qu'il n'y paraît. Autre astuce que je peux vous donner et qui a été pratiquée par les managers d'une des entreprises dans laquelle j'ai été, c'est le petit café du vendredi. Ce petit café est un moment entre le manager et un membre de son équipe pour échanger sur tout et n'importe quoi. C'est un moment d'écoute, de partage qui renforce la relation de confiance. Si le salarié souhaite un peu parler de ses ambitions, de ses difficultés professionnelles ou personnelles, il le peut. En plus de la relation de confiance qui se met en place, ça permet aux managers de pouvoir s'adapter à la réalité de leurs employés. Dans tous les cas, assurez-vous d'être accessible et à l'écoute de tous les membres de votre équipe. N'isolez personne et soyez irréprochable sur l'équité. Et enfin, demandez-vous s'il y a des moyens en place pour reconnaître le bon travail d'un salarié autrement que par la rémunération. À quelle fréquence exprimez-vous cette reconnaissance? Le faites-vous équitablement avec tous les employés? Est-ce que vous prenez le temps d'aider ceux qui auraient plus de difficultés? Toutes les questions là que je viens de vous poser, ce sont les questions de base pour vous sensibiliser sur le sujet et enclencher une réflexion sur vos pratiques. Mais par la suite, ce qui est vraiment efficace, c'est d'aller faire une analyse de votre climat organisationnel, c'est-à-dire la perception que vos employés ont de leur milieu de travail. De cette manière, vous allez mettre en lumière des problématiques internes, comme des politiques et procédures qui ne sont pas comprises, inadaptées et donc non appliquées, mais aussi des objectifs flous, les problèmes liés à la supervision, l'incivilité, les communications défaillantes, etc. Passer par là, c'est faire de votre mieux pour éviter la création des conflits. Et c'est beaucoup plus efficace que juste d'être en réaction, car cette fois, vous vous positionnez en prévention. Si vous souhaitez réaliser cette analyse du climat organisationnel, il est essentiel que ce soit fait de façon impartiale et confidentielle. D'autant plus qu'il y a des décalages entre ce qui est perçu par la direction de l'entreprise et ce qui se vit du côté plus opérationnel. Il est donc vraiment important qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et que
tout ce qui est dit reste confidentiel. D'autant plus si la personne responsable de la démarche est à l'interne. Vous devez avoir établi au préalable un climat de confiance avec vos employés. Sinon, vous n'aurez pas toutes les informations en main à la fin de votre analyse. Vous pouvez aussi vous tourner vers un consultant externe si la relation entre la direction et les employés est difficile. C'est le genre de service d'ailleurs qu'on offre au sein du groupe conseil Perrier par exemple. D'ailleurs, en parlant de relations difficiles, j'ai une invitée qui viendra vous en parler très bientôt. J'ai bien hâte de vous partager cet épisode, mais en attendant, n'oubliez pas que peu importe la démarche que vous allez enclencher, le soutien de l'employeur est primordial. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Dans la deuxième partie, on va parler plus spécifiquement des relations d'amitié entre les supérieurs hiérarchiques et les salariés. J'espère que cette première partie vous a plu et que ça vous donnera envie d'écouter la suite. En attendant, je vous invite à donner tout plein d'étoiles sur iTunes et Spotify et plein de pouces bleus sur YouTube. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Ciao!